Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, texte chapitre 1. Je répète, chapitre 1 du roman Le dernier jour d'un condamné. Texte. Je lis le texte. Bicêtre condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les uns après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'épanouissables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, des splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait. Dans mon imagination, je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là. Cette pensée infernale, comme un spectre de plombe à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction face à face avec moi misérable et me secouant de ses 2 mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé, et puis mon sommeil convulsif, convulsif, et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un coteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle, et me disant: Ah, ce n'est qu'un rêve. Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir, assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure sur la daille mouillée et suante et ma cellule dans les rayons pâles et ma lampe de nuit dans la trame grossière de la toile de mes vêtements sur la sombre figure du soldat de garde dans la giberne reluit à travers la grille de cachot. Il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille: condamné à mort. On passe maintenant aux questions de compréhension. Question:
Quel est le sentiment dominant exprimé par le narrateur dans le premier paragraphe? La réponse. Le sentiment dominant est un mélange d'oppression et de désespoir causé par la pensée obsédante de sa condamnation à mort. Le narrateur se sent isolé et transformé, n'étant plus l'homme qu'il était autrefois. Je répète la question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé par le narrateur? Dans le premier paragraphe, la réponse, le sentiment dominant est un mélange d'oppression et de désespoir causé par la pensée obsédante de sa condamnation à mort. Le narrateur se sent isolé et transformé, n'étant plus l'homme qu'il était autrefois. Question 2. Comment le narrateur décrit-il la perception commune de la condamnation à mort et comment cette perception diffère-t-elle de sa réalité vécue? Je répète la question. Comment le narrateur décrit-il la perception commune de la condamnation à mort et comment cette perception diffère-t-elle de sa réalité vécue? La réponse. Le narrateur explique que le public imagine la condamnation à mort comme une période d'attente et d'espoir. Lui, par contre, vit une réalité où la mort est constamment présente, le guettant et le menaçant. Question. Pourquoi le narrateur souligne-t-il l'impossibilité de se distraire de sa pensée obsédante? Question. Pourquoi le narrateur souligne-t-il l'impossibilité de se distraire de sa pensée obsédante? La réponse. Il souligne cette impossibilité pour montrer l'intensité de sa souffrance psychologique. Autrefois, il pouvait échapper aux pensées difficiles, mais maintenant, la pensée de la mort le poursuit sans relâche, comme un vautour. Question suivante. Quel rôle joue le crépuscule dans l'expérience du narrateur? Question. Quel rôle joue le crépuscule dans l'expérience du narrateur? La réponse. Le crépuscule intensifie son angoisse. Ce moment de la journée, déjà propice à la mélancolie, exacerbe ses visions et ses peurs dans l'isolement de sa cellule. Question 5. Que symbolise l'araignée tissant sa toile dans le cachot? Question 5. Que symbolise l'araignée tissant sa toile dans le cachot? La réponse. L'araignée symbolise l'horreur et l'omniprésence de la mort, même dans les détails les plus signifiants de son environnement carcéral. Elle représente aussi une forme de distraction macabre, soulignant son désespoir. Passons maintenant aux questions d'analyse et de langue. Question 1. Identifier et analyser la figure de style dans l'expression glacée de sa présence. Quel est son effet? Question 1. Identifier et analyser la figure de style dans l'expression glacée de sa présence. Quel est son effet? La réponse. Il s'agit d'une métaphore qui associe la pensée de la mort et une sensation de froid intense. L'effet est de souligner l'impact émotionnel et physique de cette pensée sur le narrateur, le paralysant et le terrifiant.
Question 2. Analysez le champ lexical de l'enfermement dans le texte. Quels mots ou expressions appartiennent à ce champ lexical et que révèle-t-il sur l'état psychologique du narrateur? Question 2. Analysez le champ lexical de l'enfermement dans le texte. Quel mot ou expression appartient à ce champ lexical et que révèle-t-il sur l'état psychologique du narrateur? La réponse. Ce champ lexical de renfermement inclut des mots comme captif, cachot, gris, cloué, sur place. Ces termes traduisent non seulement sa condition physique, mais aussi son enfermement psychologique, son incapacité à changer à sa pensée. Question 3. Quel est le niveau de langue dominant dans le texte? Justifiez votre réponse avec des exemples précis. Question 3. Quel est le niveau de langue dominant dans le texte? Justifiez votre réponse avec des exemples précis. La réponse. Le niveau de langue dominant est soutenu. On le voit à travers l'utilisation d'un vocabulaire recherché et des constructions syntaxiques complexes. Par exemple, l'expression acharné, arranger mes entrailles est la phrase autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des siècles que des semaines. C'était un homme comme un autre, montre une maîtrise et une richesse de la langue. Question 8. Question 4. Comment l'utilisation des temps verbaux contribue-t-elle à exprimer l'état émotionnel du narrateur? Question 4. Comment l'utilisation des temps verbaux contribue-t-elle à exprimer l'état émotionnel du narrateur? La réponse. L'emploi du passé composé. J'étais un homme comme un autre contraste avec le présent. Je ne suis plus qu'un captif, soulignant la rupture entre son ancienne vie et sa situation actuelle. L'utilisation fréquente du présent renforce l'immédiateté et sa souffrance. Question 5. Relevez une antithèse dans le texte et expliquez son effet. Question 5. Relevez une antithèse dans le texte et expliquez son effet. La réponse. Autrefois, j'étais un homme comme les autres. Maintenant, je ne suis plus qu'un captif. L'antithèse met en relief la transformation radicale du narrateur, passant d'un état de liberté et d'espoir à un état de captivité et de désespoir. Question 6. Identifier une comparaison et expliquer ce qu'elle révèle sur la perception de la pensée par le narrateur. Question 6. Identifier une comparaison et expliquer ce qu'elle révèle sur la perception de la pensée par le narrateur. La réponse. La pensée comme un vautour est toujours là, acharné à ronger mes entrailles. Cette comparaison révèle que le narrateur perçoit sa pensée comme une force destructrice et inévitable, le torturant sans cesse. Question 7. Comment le narrateur utilise-t-il les questions rhétoriques pour impliquer le lecteur dans sa réflexion? Question 7. Comment le narrateur utilise-t-il les questions rhétoriques pour impliquer le lecteur dans sa réflexion? La réponse.
Des questions comme un captif, est-ce encore un homme, invitent le lecteur à réfléchir sur la déshumanisation induite par la captivité et la condamnation à mort, créant ainsi une empathie et une prise de conscience. Question 8. Analysez l'emploi de la modélisation dans le texte. Comment le narrateur exprime-t-il son incertitude ou sa certitude face à sa situation? Question 8. Analysez l'emploi de la modalisation dans le texte. Comment le narrateur exprime-t-il son incertitude ou sa certitude face à sa situation? La réponse. L'usage de il me semble et qu'on sache bien ce que c'est indique une subjectivité et une volonté de convaincre le lecteur de la réalité de son expérience. Question 9. Comment la structure des phrases courtes et longues influence-t-elle le rythme du texte et l'état émotionnel du narrateur? Question 9. Comment la structure des phrases courtes et longues influence-t-elle le rythme du texte et l'état émotionnel du narrateur? La réponse. Les phrases courtes traduisent l'urgence et la fragmentation de sa pensée, tandis que les phrases longues permettent de développer des réflexions plus complexes et d'exprimer la profondeur de son désespoir. Question 9. Relever et expliquer l'effet produit par l'énumération dans le deuxième paragraphe. Question 10. Relever et expliquer l'effet produit par l'énumération dans le deuxième paragraphe. La réponse. L'énumération, qui la voit, qui le guette, qui le tâte, qui le flatte, qui va le prendre demain, accumule les actions de la mort, la personnifie et intensifie le sentiment d'une menace omniprésente et imminente. Production écrite. L'énoncé. La pensée de la mort est-elle une source de désespoir ou peut-elle être une incitation à vivre pleinement? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif structuré en vous appuyant sur des exemples littéraires, philosophiques ou personnels. Je répète le sujet. La pensée de la mort est-elle une source de désespoir ou peut-elle être une incitation à vivre pleinement? Je répète, la pensée de la mort est-elle une source de désespoir ou peut-elle être une incitation à vivre pleinement? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif structuré en vous appuyant sur des exemples littéraires, philosophiques ou personnels. Les critères de correction: conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte, correction de la langue. Passons maintenant à la correction de la production écrite possible. La confrontation à la mort est une expérience universelle qui hante l'esprit humain depuis l'aube de la conscience. Cette pensée, souvent redoutée, oscille entre s'aimer, le désespoir et inciter à une appréciation plus vive de l'existence. Dès lors, la question se pose: la conscience de notre finitude est-elle un fardeau paralysant ou un moteur nous propulsant
vers une vie plus intense et significative? D'une part, la pensée de la mort peut engendrer un profond désespoir. La mort est perçue comme une fin inéluctable, une perte définitive de tout ce qui nous est cher. Cette perspective peut conduire à un sentiment d'absurdité et de vanité, où tous nos efforts et aspirations semblent dénués de sens face à l'anéantissement final. Dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, le narrateur, confronté à son exécution imminente, exprime une angoisse existentielle profonde, l'impossibilité d'échapper à son destin le plonge dans un état de terreur et de désespoir, illustrant comme la conscience de la mort peut annihiler toute joie et espoir. D'autre part, la conscience de la mort peut paradoxalement devenir une puissante source de motivation. En réalisant que notre temps est limité, nous sommes incités à vivre plus pleinement, à saisir chaque instant et à donner un sens à notre existence. Cette perspective est illustrée dans de nombreuses œuvres littéraires et philosophiques. Par exemple, Antigone de Johann Will, bien que confronté à une mort incertaine, choisit de défendre ses convictions avec une passion et une détermination accrues. Son courage face à la mort devient une affirmation de la vie et de ses valeurs de même. La philosophie existentialiste, notamment à travers les écrits d'Albert Camus, soutient que la connaissance de l'absurdité de la vie et de la certitude de la mort peut nous conduire à une révolte créatrice où nous choisissons de vivre authentiquement et de créer notre propre sens. En conclusion, la pensée de la mort est une épée à double tranchant. Elle peut nous plonger dans un abîme de désespoir si nous la considérons comme une fin absolue et dénuée de sens. Cependant, il peut aussi nous éveiller à la précieuse fragilité de la vie, nous incitant à embrasser chaque instant avec passion, à poursuivre nos rêves avec détermination et à laisser une empreinte significative dans le monde. En fin de compte, si c'est notre attitude face à la mort qui détermine si elle devient une source de paralysie, une source de paralysie ou un puissant catalyseur pour une vie pleinement vécue. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes. À très bientôt.